Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Aujourd'hui, on vous propose un épisode spécial consacré à l'Arménie. Je suis accompagné de deux dissidents venus de là-bas, Ovanes Iskanian et Narek Navasardian. J'espère avoir bien prononcé vos noms. Narek, Ovanes, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous. Merci Pascal Lotta de nous avoir reçus. Merci de nous recevoir et de nous donner quelques nouvelles. Et Narek, est-ce que je peux te demander, peut-être à toi d'abord, de nous dire très brièvement qui tu es? Bien sûr. Alors, j'ai d'abord étudié aux États-Unis. J'ai fait des études d'écriture et de marketing. En rentrant ensuite dans mon pays, l'Arménie, j'ai d'abord travaillé pour la délégation de l'Union européenne, mais ça n'a pas duré. Puis après la guerre de 2020, Ovanes et moi, on a fondé une ONG pour défendre les droits des Arméniens, parce qu'il était évident qu'il y avait une grande conspiration contre notre nation. Depuis, on travaille à rassembler des documentaristes, des photographes, des écrivains et toutes les personnes intéressées par la cause d'une Arménie souveraine et par la défense des droits des Arméniens. Merci. Et Ovanes, quel est ton parcours? Je suis réalisatrice de documentaires et écrivaine. J'ai fait un master en journalisme et en gestion des médias en Géorgie, à l'Institut géorgien des affaires publiques. Et maintenant, comme Narek l'a dit, surtout après 2020, quand une partie de l'Artsakh, la République d'Artsakh, a été remise à cause de la guerre, nous avons commencé à agir parce que nous savions que nous risquions un nettoyage ethnique et un génocide. Nous savions que ce gouvernement allait reconnaître l'Artsakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler pour essayer d'empêcher toutes les tragédies qui allaient frapper notre pays. Et Artsakh, vous voulez dire la province du Haut-Karabakh? Oui, le Haut-Karabakh. Le nom officiel, c'est la République d'Artsakh, comme c'est écrit dans la Constitution. La République d'Artsakh, oui. D'accord. Alors aujourd'hui, on est samedi 13 juin. Dimanche dernier, il y a eu des élections très importantes en Arménie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en avez retenu? Peut-être d'abord, quel est le résultat officiel? Et ensuite, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de ce résultat officiel? On va peut-être commencer avec Ovanes, puis Narek. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les élections ont été truquées. Et ce n'est pas le jour du vote que ça s'est joué. Ça a commencé bien avant. Surtout si on regarde le programme du contrat civil, le parti au pouvoir. Quand on lit ce programme, on y trouve une promesse qui viole la Constitution, avec un contenu clairement xénophobe. Ils ont promis, noir sur blanc, de violer la Constitution arménienne par la force, en destituant le catholicos, le chef de l'Église. Or, c'est une violation de l'article 17 de notre Constitution, qui stipule que l'État et l'Église sont séparés. Donc pour que le public occidental comprenne bien, il faut savoir que nous, les Arméniens, avons été contraints de participer à des élections menées sous des idéologies xénophobes. Donc il s'agit de violation de la liberté de conscience et de la liberté religieuse. Mais tout ça a commencé bien avant, parce qu'ils ont commencé à monter des affaires contre des maires et des responsables locaux, des maires élus, mais issus de l'opposition. Par exemple, dans la deuxième ville d'Arménie, à Gyumri, le maire élu a tout simplement été emprisonné. Un autre, dans la ville de Massis, a aussi été mis en prison à cause de son opposition. Et c'était du jamais vu, des élections sans précédent, parce que le chef de l'opposition faisait campagne alors qu'il était en détention. Pour des élections nationales, une chose pareille ne s'était jamais produite. Et d'ailleurs, il a été arrêté parce qu'en arrivant en Arménie, il avait déclaré « Je vais protéger mon Église ».
Parce que vous savez bien que l'Église est attaquée par ce gouvernement. Et moi, j'essaie d'agir comme je peux. Alors après ça, il a été arrêté. Et il a été arrêté sur ordre publié sur le Facebook du Premier ministre. Vous imaginez? Il a écrit sur Facebook, « Maintenant, vous allez voir ce qui va vous arriver. » Et tout de suite, la sécurité nationale, la police, tout le monde est allé chez Samvel Karapetyan et il a été arrêté. Aujourd'hui, il est en résidence surveillée, donc il ne peut plus parler aux citoyens, ni faire campagne correctement. Mais ce n'est pas seulement lui. Le quatrième parti, ils essayent maintenant de l'exclure du Parlement. Pourtant, comme on l'a vu, ils ont bien obtenu leur siège et maintenant, on essaye illégalement de les en chasser. La deuxième personne de ce parti, de cette faction, de cette coalition, c'était le chef du parti, Meir Hayastan. Il a été arrêté 2 semaines avant le jour du vote. Et en plus, c'était le jour de la remise de diplôme de son fils. Ils l'ont arrêté parce qu'il était le moteur de la campagne. Il avait remporté toutes les élections locales précédentes. À Erevan, la capitale, à Gyumri, la deuxième ville du pays, et à Etchmiadzin, l'une des plus grandes villes d'Arménie, la ville spirituelle, parce que le centre de l'Église s'y trouve. Il avait donc gagné dans toutes ces élections, et ils l'ont arrêté 2 semaines avant le scrutin. Et pas seulement lui, ils arrêtaient aussi les personnes clés de l'organisation, ceux qui faisaient tourner la machine. En faisant ça, ils paralysaient complètement le travail des partis. Salut, juste une petite note rapide. La meilleure façon de soutenir cette chaîne, c'est de t'abonner gratuitement à ma newsletter sur Substack. Tu peux aussi aider avec un abonnement payant ou en achetant quelques-uns de nos nouveaux produits sur neutralitystudies.com. Les liens sont juste en dessous. À très vite là-bas. Le pire, c'est ce qui s'est passé vers 2 heures du matin. À ce moment-là, à peine 10% des bureaux de vote avaient été dépouillés, peut-être 15 au maximum. Et là, ce type, Nikol Pachinian, soutenu par l'Europe, il a donné une conférence de presse pour dire qu'ils avaient gagné les élections. Il n'a même pas attendu. Le dépouillement a été interrompu à ce moment-là. Pendant une demi-heure, peut-être 1 heure, tout s'est arrêté. Le site de la commission électorale était hors service, il ne fonctionnait plus. Et lui, il arrive, il fait sa conférence de presse et il déclare « Nous avons gagné les élections ». Imaginez un peu, il y a 2005 bureaux de vote et à ce moment-là, à peine 100 avaient été comptés. Et selon la tendance du dépouillement, les 4 partis étaient à peu près au même niveau. Si on additionnait, le contrat civil était en train de baisser, Edinburgh was monté. Et puis, après cette conférence de presse, cette habitude a changé. Et à partir de là, on a compris que c'était une violation de la Constitution, parce que c'est le comité central qui est l'institution chargée d'annoncer les résultats des élections. Et lui, il est sorti, enfin avant même qu'il sorte, le Premier ministre de Géorgie a annoncé, enfin a félicité la victoire de Nikol Pachinian, alors qu'à peine 1% des votes avaient été comptés. Vous imaginez? Un Premier ministre d'un autre pays, un pays voisin, qui ne respecte pas nos institutions et qui vient féliciter le Premier ministre. Et en plus, l'ancienne présidente de la Géorgie, Zurabichvili, a fait la même chose. Donc ces deux-là, l'un après l'autre, ont félicité le Premier ministre alors qu'à peine 1% des bureaux de vote avaient été dépouillés. Donc, après cette annonce selon laquelle il aurait gagné les élections, tout devrait s'arrêter parce que c'est une violation de la Constitution. Ça veut dire que les élections sont truquées et de manière brutale, et on ne devrait pas croire aux résultats qu'ils annonceront ensuite. Mais comment est-ce possible?
D'un côté, on a eu toutes ces arrestations avant même l'élection, et c'est sans précédent. Beaucoup d'entre elles visaient d'abord et avant tout l'opposition. Ensuite, bien sûr, il y a aussi les responsables religieux qui, depuis des mois déjà, ont été arrêtés et emprisonnés. Et maintenant, on voit cette irrégularité flagrante dans la façon dont l'élection, le vote, est compté ou présenté au public. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi la Géorgie? Parce que la Géorgie, en réalité, suit une trajectoire très différente de celle de l'Arménie, et elle a aussi ses propres tensions, à la fois avec l'Occident et avec la Russie. Alors, pourquoi la Géorgie a-t-elle été si rapide à féliciter Pachinian? Il me semble que Pachinian a reçu à l'avance une sorte de carte blanche de la part de tous ces acteurs extérieurs pour faire en gros tout ce qu'il fallait afin de gagner les élections. Donc, c'est pas seulement la Géorgie. On le voyait bien avant le scrutin avec tous ces grands événements de l'Union européenne. Macron se promenant dans les rues d'Erevan expliquant que tout cela aurait été impossible sous les anciens gouvernements, ceux qui étaient plus centrés sur les droits arméniens et moins sur les priorités de ces acteurs occidentaux extérieurs. L'Union européenne a d'ailleurs alloué, je crois, 2 ou 3 millions d'euros pour, comme ils disent, lutter contre la désinformation venue de Russie, mais en réalité, ils ont mené leur propre campagne de désinformation pendant ces 6 années. Et en fait, plus encore, on n'a vu absolument aucune réaction de la part des acteurs européens à tout ce qui se passe en Arménie. Le maire de Karakash, un maire élu de l'opposition, a été abattu. Aucune réaction. Le maire d'Egumdi, comme Jovans l'a mentionné, a été emprisonné. Là encore, aucune réaction. Aujourd'hui, il suffit d'écrire quelque chose sur Facebook ou de parler dans un podcast contre Pachinian pour risquer d'être placé en détention préventive pendant 2 mois. Et peut-être qu'ils font juste ça pour vous faire perdre votre temps, vos ressources. Le régime est devenu de plus en plus autoritaire, de plus en plus violent. Et pour comprendre ces élections, il faut revenir à la façon dont le système a été mis en place et à la manière dont Pachinian s'en est emparé. Ce système, je crois qu'ils ont modifié la Constitution en 2015. Et le président de l'époque, Sarkisian, le système permettait un contrôle total sur tout. Pour, vous savez, le parti au pouvoir, la supermajorité. Si vous avez une supermajorité, vous pouvez en gros faire tout ce que vous voulez. Et c'était le cas. Et en 2017, lors des élections, le parti au pouvoir à l'époque, le Parti républicain, a en fait obtenu des résultats similaires. Ils ont obtenu 49,7% et les résultats préliminaires annoncés par la Commission électorale centrale de Pachinian étaient de 49,8%. Puis, quelques mois plus tard, il y a eu cette révolution de couleur, organisée et soutenue par l'Occident, qui a porté Pachinian au pouvoir. Depuis, il a tout mis en place pour avoir le contrôle total sur la justice, l'armée et la police. En somme, ils ne veulent pas céder la moindre parcelle de pouvoir. Sans pression extérieure, le simple résultat du vote ne suffit pas à les faire changer d'attitude, parce qu'ils savent qu'ils peuvent tout se permettre. Et ils ont gagné. Enfin, d'après les résultats officiels qu'on a vus dans les médias, le parti au pouvoir de Pachinian a obtenu 48%. C'est bien ça? Donc, presque la moitié. C'est correct? Comme vous le dites, le chiffre officiel, c'est 49 et quelques, même pas 50%. Et en utilisant toutes ces ressources administratives, les terroristes, enfin, des figures publiques, des opposants politiques, ont été battus. Et il y a eu un meurtre d'État, une personne qui avait simplement arraché une affiche de Pachinian. Il a été arrêté, puis exécuté,
Officiellement, on a dit qu'il s'était suicidé, vous savez, dans un hôpital psychiatrique. Donc, on a aussi ce meurtre d'État. Il s'appelait Armen Hovhannisyan, et sa maison se trouvait en Artsakh. Et Pachinian, lui aussi, a, disons, donné sa maison à l'Azerbaïdjan. Et après toutes ces fraudes, toutes ces falsifications, ils n'ont obtenu que 49% et quelques. Mais comme je l'ai déjà dit, après la déclaration à 2 heures du matin, il ne peut pas y avoir de résultat légitime parce que le vote, les élections ont déjà été violés. L'ordre constitutionnel est violé, donc la déclaration officielle ne peut pas être réelle, oui. Have you seen any reactions from Western media or Western statesmen about this? Because the election rigging is so extreme that you would expect that something at least would have to be acknowledged. Maybe not a... On a vu qu'Ursula von der Leyen a publié un message pour féliciter les Arméniens en rappelant l'esprit de 2018, l'année de la révolution de couleur. Les masques sont tombés, révélant leurs objectifs géopolitiques vis-à-vis de l'Arménie. Et ces objectifs géopolitiques impliquent en réalité de nombreux acteurs, des États, dont les intérêts convergent autour du corridor de Zangezur. Parfois, on le rebaptise TRIP, ou on le présente comme une sorte d'opportunité de croissance économique censée amener les États-Unis jusqu'aux frontières sud de l'Arménie avec l'Iran. Et la cession de l'Artsakh que Pachinian a menée méthodiquement n'était qu'un prétexte. C'était le prélude à la mise en place de ce corridor pour encercler l'Iran et créer une sorte de ceinture turque autour de lui. Creating this kind of Turkish belt around it, and also like it benefits Turkey. Et puis ça profite aussi à l'Iran, à la Turquie, à Bakou, au Kazakhstan. D'ailleurs, Tokayev a été l'un des premiers à féliciter Pachinian. Ces pays d'Asie centrale, ils ont une mission, non? Ce corridor, dans le contexte géopolitique actuel, a une valeur énorme parce qu'il permet de contourner la Russie et l'Iran. Et ça, c'est très important en ce moment, aussi bien pour l'Union européenne que pour tous ces États turciques et ces pays d'Asie centrale. C'est pour ça qu'ils ont décidé de soutenir Pachinian de toute leur force. Ils savaient très bien que ce projet n'allait pas dans l'intérêt du peuple arménien. Louer leurs frontières sud à des entreprises américaines privées, c'est extrêmement risqué. Surtout quand on connaît les intentions d'Ankara et de Bakou, qui ont été démontrées à maintes reprises. D'accord. Donc, on nous demande maintenant de croire que l'homme et le parti, qui ont perdu une partie essentielle du territoire arménien il y a 2 ans au profit de l'Azerbaïdjan, ce qui a entraîné l'expulsion, le nettoyage ethnique de 100 000 de vos citoyens, forcés de fuir vers la partie principale de l'Arménie, que cet homme-là aurait en fait remporté 50% de tous les votes. Et en plus, il continue de dire que ce qu'il veut vraiment, c'est offrir à l'Azerbaïdjan, celui-là même qui a pris ce territoire, une connexion directe avec son propre esclave, qui, par pure coïncidence, borde aussi l'Iran, et d'y installer du personnel militaire américain. Et tout ça serait parfaitement naturel. Et bien sûr, un signe de développement démocratique, n'est-ce pas, Hovhannes? C'est bien ça? Eh bien, si on ferme les yeux et qu'on devient, je sais pas, un membre du contrat civil, oui, c'est un peu comme ça. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas compter sur ces élections parce qu'elles sont truquées et de manière brutale, très brutale. Et ça n'a pas commencé maintenant. En fait, on n'a même pas parlé des dépenses budgétaires supplémentaires. Vous savez, juste avant les élections, environ 3 mois avant, ils ont mis en place une assurance santé, oui, une assurance médicale, et ils ont augmenté les retraites. Tout ça en dehors du budget. Dans le programme budgétaire, il n'y avait rien de tout ça. Donc c'est une sorte de, comment dire, de pot de vin. Oui, un pot de vin, parce que quand le Parlement a adopté le budget l'année dernière, rien de tout ça n'y figurait.
Et certains professionnels ont calculé qu'environ 1 milliard de drachmes avaient été dépensés pour tout ça, pour toutes ces dépenses supplémentaires. Et puis, vous savez, les chauffeurs qui avaient perdu leur permis, avant les élections, on les a graciés. Oui, et ça aussi, c'est une autre forme de pot de vin. Mais maintenant, en ce moment même, un politologue et maître de conférence de l'Université d'État d'Erevan est en détention à cause d'un simple statut sur Facebook. Vous vous rendez compte? Juste pour avoir écrit quelque chose sur Facebook. Et maintenant, il ferme le département des langues étrangères de l'Université d'État parce que la responsable du département s'oppose à ce système politique. Et vous imaginez? Ce département s'appelle officiellement littérature étrangère, mais en réalité, c'est plutôt le département de littérature occidentale et d'Europe de l'Ouest. Et l'un des professeurs les plus connus de ce département, c'était Mélina Manouchian, la femme de Missak Manouchian, vous savez, celui de France, du mouvement de la résistance. Ils ont été transférés au Panthéon il y a 2 ans, et ce soi-disant Premier ministre est allé là-bas, il s'est incliné devant Mélina et Manouchian. Et maintenant, leur département est en train de fermer. Et on appelle ça, soi-disant, l'intégration européenne des Arméniens. Ils ont fermé le département de littérature européenne à l'université juste à cause d'une seule personne. Et maintenant, on dit que nous sommes intégrés à l'Europe. Mais où est cette intégration européenne si les étudiants arméniens ne peuvent même pas approfondir la littérature occidentale? Franchement, c'est absurde. Alors, quel est le plan ici? Qu'en penses-tu? Je veux dire, le seul but, c'était de maintenir Pachinian et son parti au pouvoir, pour ensuite réaliser les intentions géopolitiques de l'Occident, le corridor de Tripoli ou le corridor de Zangezur, et sans doute une intégration plus poussée à l'Union européenne, d'une manière ou d'une autre, mais probablement pas une intégration économique, je dirais. En fait, ce qu'on voit, c'est sans doute une forme de militarisation. Qu'est-ce que tu en penses, Narek? Eh bien, il y a beaucoup de discussions sur l'intégration à l'Union européenne. Et bien sûr, l'Union européenne fait comme si elle accueillait volontiers l'Arménie. Mais on voit, avec beaucoup de pays dans des situations similaires, que l'intégration économique avec l'Union européenne n'a en réalité aucun sens pour l'Arménie. C'est quelque chose qui est encore très loin. Les règles sont extrêmement strictes. En ce moment, environ 35% des exportations arméniennes vont vers la Russie. Une grande partie, ce sont des produits agricoles. Donc, il y a ce problème de distance et de détérioration. Et puis, il y a, vous savez, la Turquie qui se trouve sur le chemin. Et la Turquie a toujours un certain nombre d'ambitions géopolitiques vis-à-vis de l'Arménie qui sont parfois déléguées à Bakou. Mais malgré tout, ce sont bien des exigences turques. Et donc maintenant, on s'attend à ce que la Russie, à son tour, ne veuille pas laisser Erevan gérer cette prise de distance, ni vis-à-vis d'elle-même, ni vis-à-vis de ses projets d'intégration, comme l'Union économique eurasiatique ou l'OTSC. Parce que depuis quelques années, l'Arménie diffuse beaucoup de haine dans l'espace public, à travers la télévision publique et ses médias satellites, contre ces systèmes d'intégration russes. Sans pour autant rompre réellement les liens, mais en causant de petits dommages d'image. Alors, la Russie, je pense, cherche aujourd'hui à reprendre l'initiative pour détacher l'Arménie de ces structures. Il y a eu ces restrictions sur certains produits. En somme, Pachinian fait tout cela volontairement, simplement parce qu'il doit son pouvoir aux acteurs occidentaux. Il s'en prend donc à ces petites et moyennes entreprises, à ce secteur qui a construit de manière naturelle tout un mode de vie autour du marché russe. Et de la même façon, leurs dépendances sont très claires, non?
Le prix du gaz pourrait être multiplié par 4 si la Russie décidait de priver l'Arménie de ses tarifs préférentiels. Nous dépendons de la Russie pour le blé, pour les céréales, et cette dépendance est devenue encore plus forte après l'occupation de l'Artsakh. Et oui, en somme, on assiste à une sorte de recalibrage de l'Arménie, sans promesses, sans perspective claire, fondée uniquement sur les caprices politiques d'une personne installée par l'Occident. C'est une trahison politique totale. Et franchement, je fais partie de ceux qui craignent vraiment pour l'existence même de l'État arménien. Quand on entend certaines déclarations venues d'Azerbaïdjan aussi, Ovanes, à quel point penses-tu que la situation est grave? À quel point est-ce précaire pour l'Arménie? Eh bien, c'est très difficile parce que maintenant, quelle est la liste des choses à faire de Pachinian, dictée par l'Azerbaïdjan? Il y a un territoire, un village, situé à l'intérieur de l'Arménie, qui s'appelle Tigranachen. Donc si vous le cédez, vous bloquez le sud et le nord de l'Arménie, et vous donnez en plus un territoire à l'intérieur même du pays à l'Azerbaïdjan. Vous imaginez ce qui pourrait se passer? C'est à seulement 150 km d'Erevan. Voilà, c'est sur la liste des choses à faire. Ce village devrait donc devenir un territoire de l'État azerbaïdjanais. C'est bien ça la revendication? Oui. En fait, Nikol Pachinian a annoncé qu'il allait le donner pas seulement pendant la campagne, mais aussi avant. C'est évident, ils disent qu'ils vont céder ce village. Et c'est un point stratégique, parce qu'en le donnant, on cède une route. On donne la route et on bloque le nord et le sud d'un côté. Et ça, c'est très grave pour nous. Ensuite, il y a la question de faire venir et d'installer des Azerbaïdjanais en Arménie. Et nous comprenons bien que le programme à long terme, c'est tout simplement de nettoyer ethniquement les Arméniens d'ici, comme ça s'est passé en Artsakh. Et puis, pourquoi un Arménien ferait-il ça? Pourquoi un parti arménien ferait-il ça à l'Arménie? En gros, déharmoniser l'Arménie, et en plus y réinstaller des Azerbaïdjanais étrangers sur le territoire arménien. On peut imaginer beaucoup de choses. Ça peut être l'argent, ça peut être l'idéologie, ou peut-être, je ne sais pas, simplement la pression, tout ça mélangé. Mais on saura tout après le changement de gouvernement, quand il y aura des enquêtes. Et là, on comprendra comment cet homme a pu reconnaître la République d'Artsakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, en violant la Constitution, en violant la déclaration d'indépendance de l'Arménie. Et comment, en ce moment même, il viole les droits des réfugiés, le droit au retour des réfugiés. Parce que vous savez, l'Arménie fait partie de la Convention sur les réfugiés. Oui, on en fait partie. Et maintenant, les Arméniens d'Artsakh disent « Nous voulons rentrer ». Et cet homme leur répond « Non, vous n'avez pas ce droit, vous ne pouvez pas revenir ». Vous vous rendez compte? Il efface tout simplement des droits fondamentaux issus des Nations Unies. Vous imaginez ça? J'ai aussi entendu dire que pendant la campagne, il avait tenu des propos très irrespectueux envers les réfugiés qui avaient dû venir en Arménie continentale, parce qu'ils avaient été chassés d'Artsakh. Enfin, quelle était la rhétorique à ce moment-là? Pardon? Pas un... Oui, on a vu qu'un militant, après une confrontation avec Pachinian, a été arrêté et est devenu en fait un prisonnier politique. Et à ce jour, le procès contre lui continue. Tout ce qu'il a fait, c'est remettre en question les décisions de Pachinian concernant l'Artsakh et le peuple d'Artsakh. À plusieurs reprises, il les a traités de fuyards, comme s'ils avaient eu le choix.
Sans le soutien de la République d'Arménie, l'Artsakh n'avait aucun moyen de défendre son droit à l'autodétermination. Ils se sont retrouvés sans aucun levier de soutien. Et le contingent de maintien de la paix russe n'avait lui non plus aucune possibilité logistique. Il était bloqué du côté arménien par Pachinian et du côté est par Aliyev. From the eastern side. So there was no real way for them, even. Donc, en réalité, ils n'avaient aucun moyen concret de se défendre, même s'ils jouaient un rôle de médiation. Ils n'avaient tout simplement pas les moyens logistiques de défendre leurs droits. Du coup, Pachinian s'en est pris sans arrêt à tout le monde. Et vous savez, en Arménie, presque toutes les familles ont eu quelqu'un qui a participé à la libération ou à la défense de l'Artsakh. Mais la nouvelle idée, encore une fois probablement dictée par Ankara et Bakou, c'est que l'Arménie n'a pas vraiment besoin d'une armée opérationnelle. Ce qu'ils ont fait, c'est que le service militaire, qui durait 2 ans, a été réduit. En octobre, Pachinian a annoncé qu'il passait à 1 an et demi, et ça c'était encore une sorte de promesse électorale destinée peut-être aux parents des soldats qui préféreraient voir leur fils rentrer plus tôt. Parents of the soldiers that would prefer to have their son back, earlier. And so effectively we've seen attacks. En fait, on a vu des attaques contre les bâtiments du gouvernement en exil de l'Artsakh. L'État essaie de s'emparer de ces bâtiments. On a aussi vu des campagnes de discours de haine dans tous les médias, qu'ils soient contrôlés par l'État ou proches de lui. Dans ces conditions, c'est très peu probable. Il est vraiment détesté par le peuple arménien. Mais, comme ce processus démocratique le montre, parfois on peut faire un petit tour de passe-passe. Faire venir des soldats pour voter à une heure précise, puis annuler les résultats quand on se rend compte que ça va réduire son pouvoir au Parlement. Parce que ces 4% perdus par le troisième parti d'opposition, c'est très important. Alors ils ont fait passer les 4% à 3,996%, puis ils ont annulé, ce qui est encore une fois totalement illégal. Vous pouvez m'expliquer ça? Je ne comprends pas. Vous pouvez me dire d'où tout ça vient? Quel est le contexte? Bien sûr. En fait, il y a une sorte de seuil pour éviter ce genre de désaccord. Vous savez, ces petits partis au Parlement qui, parfois, empêchent le gouvernement de vraiment agir parce qu'il y a... Il y a un seuil minimum de 4% que tout parti doit atteindre pour avoir des sièges, tout simplement. Si vous avez moins, vous n'en obtenez aucun. Voilà. Oui. Et ensuite, les sièges sont redistribués en fonction des partis, selon les pourcentages des partis qui ont franchi le seuil. Donc, dans ce système, les 4% obtenus par le parti Arménie prospère, que la commission électorale avait d'abord annoncé comme ayant dépassé les 4%, eh bien, ça placerait Pachinian. C'est quel parti, déjà? C'est un autre parti. Ça s'appelle l'Arménie prospère. Romanin Prosper, News.org de Porkthins. Oui, l'opposition. C'est la plus petite opposition qui a franchi le seuil d'après les résultats préliminaires. Et puis, en seulement quelques heures, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, le président de la commission électorale centrale, eh bien, c'est un ancien membre du parti au pouvoir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, s'ils savaient qu'ils allaient nommer quelqu'un à la tête de la commission électorale, ils lui ont dit « Bon, tu arrêtes d'être membre de notre parti et on te met à la tête de la commission électorale centrale. » Et ensuite, en quelques heures à peine, ils ont publié de nouveaux résultats. Et là, le parti Arménie prospère s'est retrouvé avec 3,996% au lieu des 4% nécessaires. Ce qui veut dire que leurs voix allaient être redistribuées et la plus grande part irait à Pachinian. Et ça, en retour, donnerait au parti de Pachinian les 3/5 des sièges au Parlement, ce qui signifie qu'il obtiendrait une carte blanche totale, un contrôle complet sur la police, sur la nomination des juges constitutionnels, tout ça. Oui.
Est-ce que c'est déjà réglé ou bien il y a encore des affaires en cours devant les tribunaux? Oui, les deux. Je pense que les trois partis d'opposition ont tous déclaré que ces résultats n'étaient pas légitimes, et certains ont même déposé des recours pour les annuler. Mais les résultats définitifs, après le recomptage, doivent être publiés demain, le 14. Donc on est encore dans une phase intermédiaire, mais il est désormais clair que l'opposition ne reconnaît pas ces résultats comme légitimes. Quelles sont, selon vous, les chances réelles pour l'opposition que le recomptage change vraiment quelque chose d'important? Je veux dire, c'est quand même un détail crucial de ce vote. Même si le scrutin a été largement truqué, si ce parti parvient à entrer et que Pachinian n'obtient pas la majorité absolue, ça reste significatif. Vous pensez que c'est probable? Le recomptage est terminé. Et pendant ce recomptage, ils ont rejeté 3 résultats, 3 bureaux de vote. En faisant ça, ils ont pu écarter le parti Arménie Prospère du Parlement. Parce que dans ces 3 bureaux, Arménie Prospère avait un nombre important de voix qui lui permettait d'y entrer. Vous voulez dire 3 bureaux de vote? Trois bureaux de vote. Oui, ils ont été rejetés. Des circonscriptions entières ont été rejetées. Comme on le sait, on ne les compte tout simplement pas. Oui, mais c'est illégal. Oui, c'est illégal. D'après la loi, ils sont obligés de refaire les élections, soit dans ces bureaux de vote, soit de tout recommencer depuis le début. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'après le recomptage, les voix du parti Arménie Prospère augmentaient et ils avaient assez de sièges pour entrer au Parlement. Et hier, à partir d'hier, ils ont commencé à rejeter les résultats de certains bureaux de vote. 3 exactement. Donc, dans ces bureaux où Arménie Prospère avait progressé, maintenant ils ne peuvent plus entrer au Parlement. C'est très clair. C'est un jeu très sale, on le voit de nos propres yeux. Et ils n'annoncent même pas qu'il va y avoir une nouvelle élection ou quoi que ce soit. Et même s'il devait y en avoir une, de toute façon, comme je l'ai dit, après 2 heures du matin, au moment de son annonce, les élections, tout ça, c'est fini. Mais puisque nous parlions de l'armée, ça m'a rappelé 2 autres cas liés aux militaires. Le premier, c'est qu'après la fermeture des bureaux de vote, environ 4 heures plus tard, on a des vidéos qui montrent l'armée à l'intérieur en train de voter encore. Vous imaginez? On a 2 ou 3 exemples comme ça, des vidéos. Et la personne qui a filmé, c'est un journaliste de la République d'Artsakh. En guise de punition, ils l'ont envoyé faire 25 jours d'entraînement militaire. Oui, vous imaginez. Et puis il y a autre chose. Les gens qui venaient de Russie pour voter, ils ont le droit de vote, bien sûr, eh bien la police militaire était là, ils distribuaient des papiers, les convoquant eux aussi à 25 jours d'entraînement militaire. Vous imaginez ce qu'ils faisaient? Ils essayaient d'empêcher les Arméniens vivant en Russie de revenir pour voter pour eux. Ils diffusaient des discours de haine. Tout le système diffusait des discours de haine contre les personnes qui venaient de Russie, surtout de Russie. Parce que j'ai des amis qui sont venus du Canada, de France, des États-Unis, de Belgique, de tout l'Occident. Ils sont venus. Certains étaient contre Pachinian, d'autres étaient contre tout le monde. Mais la seule haine, ce discours de haine, visait ceux qui venaient exercer leur droit de vote en Arménie. Et on les envoyait. Si c'était un homme, en âge de faire son service militaire, on l'envoyait simplement faire 25 jours d'entraînement militaire. On a déjà vu ça mis en place avec des menaces du parti au pouvoir d'envoyer des gens à des entraînements militaires.
Tout a commencé en 2022 quand il y a eu un grand mouvement de rue, des manifestations contre Pachinian. Ils ont dit « on va identifier les militants et on les enverra ». À l'époque, les entraînements militaires duraient plus longtemps. Donc, en gros, ils les soumettaient à ce que, dans les yeux du parti au pouvoir, était une sorte de punition, mais pas vraiment légale. Autrement dit, si tu vas à un rassemblement de l'opposition, tu dois garder à l'esprit que tu risques d'être appelé à ces exercices militaires. En plus de ça, toi aussi tu avais été convoqué, tu te souviens? Oui. Je pense que cette manœuvre, assez habile d'ailleurs, n'est pas vraiment assez discutée. Le bureau de vote est censé fermer à 20 heures. Mais si vous êtes encore à l'intérieur, vous pouvez voter. Alors ils ont fait venir l'armée et les commandants. Sur la vidéo, on le voit bien, ils sont à côté des soldats et ils contrôlent leur vote. Donc, ils ont organisé ce vote encadré de l'armée, environ 65 000 personnes, et en plus de ça, ils ont aussi calculé que c'était une sorte de carte qu'ils pouvaient garder sous la main. Si jamais ils estiment que ça les arrange d'annuler ces résultats ou de les écarter, ils le feront. Parce que pour l'instant, ils pourraient perdre quelques voix dans certains bureaux, mais pour eux, annuler les 4% du parti Arménie prospère, c'est plus important. Alors, ils ont simplement décidé d'y aller et de les annuler. Mais est-ce que ces annulations reposent sur une base constitutionnelle ou bien c'est juste de l'arbitraire pur et simple? C'est un peu comme dire « non, on ne le compte pas ». Enfin, qu'est-ce qu'ils avancent comme raison? Ils doivent bien donner une explication, non? Par exemple, dans un bureau de vote, des soldats étaient encore là après la fermeture, environ 4 heures après la fermeture. L'autre bureau, celui qu'ils ont annulé, je crois que c'était hier, c'était parce que, vous savez, en Arménie, il y a 19 partis qui participent aux élections. Donc, vous recevez 19 listes, une pour chaque parti. Vous prenez la liste du parti pour lequel vous voulez voter et vous la mettez dans l'enveloppe. Par exemple, si le parti que vous soutenez est le numéro 8, vous mettez la liste numéro 8 dans l'enveloppe. Eh bien, dans un des bureaux de vote, la liste numéro 8 n'était pas là. Les gens recevaient toutes les autres listes, mais pas la numéro 8. Est-ce que je suis clair? C'est pour cette raison qu'ils ont rejeté les résultats de ce bureau de vote. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y a une irrégularité dans l'une de ces listes. Oui, genre, ils te donnent 19 listes, 19 papiers, et il y en avait un qui manquait. They give you 19 lists, 19 papers. One of the papers was not there. In whole elections, like. Ah, pendant toute l'élection, ils avaient les numéros 1, 2, 4, 5, mais le numéro 8, lui, n'existait pas. Donc les gens qui voulaient voter pour le numéro 8 ne pouvaient pas, puisqu'il n'existait tout simplement pas. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles certains ont rejeté le résultat. Oui, et puis autre chose vraiment, je sais pas, incroyable, c'est qu'on a vu que le nombre d'électeurs avait augmenté. Vous voyez, il y avait d'abord une liste publiée avant, puis en une journée, le nombre d'électeurs inscrits et éligibles a changé. Ils ont dit 18 000 selon le comité central, 18 000 selon le ministère de l'Intérieur, 19 000 selon d'autres. Et ils ont appelé ça une liste secrète. Une liste secrète. On n'avait encore jamais vu ça. Cette fois, on a aussi une liste secrète. Et beaucoup de gens ont vu que chez eux, des personnes qu'ils ne connaissaient pas étaient inscrites sans leur accord. Et vous savez qu'il faut être enregistré à une adresse pour pouvoir voter. Oui, genre des centaines de personnes enregistrées dans une seule maison, par exemple, non? Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a eu une fraude électorale massive, à plusieurs niveaux, essentiellement avec la complicité, bien sûr, de cette commission électorale. Oui, c'est bien ce qu'on voit.
Et comment tout ça est perçu en Arménie? Je veux dire, si vos observations sont justes, j'imagine que beaucoup de gens sont vraiment, vraiment en colère en ce moment. Il me semble que, pour le parti au pouvoir, un résultat réaliste pourrait tourner autour de 20%. Je ne sais pas exactement ce qui serait réaliste. Est-ce qu'on a des indications issues de sondages indépendants? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qui semble possible? If we look at the exit polls, like Si on regarde les sondages de sortie des urnes, donc après la fin du vote, les premiers résultats sont sortis, et on a vu dans ces sondages que 4 forces dépassent les 50%, tandis que le contrat civil obtient environ 30%, quelque chose comme ça. and civil contract is getting 30 with something. C'est facile, trouvais-je, de sortie des urnes. C'est le parti de Pachinian. Yeah. Pashinyan's party was getting like Oui, le parti de Pachinian tournait autour de 30%, quelque chose comme ça. Si tu veux, je peux chercher les sondages de sortie des urnes. Non, cherchons plutôt quelque chose. Il y avait 4 partis. Arménie forte, Alliance arménienne, Arménie prospère et les ailes de... Comment on traduit? Unité. Oui, unité. Ces 4 partis faisaient bien plus de 50%, presque 60, peut-être même 60 ou plus. C'est facile à vérifier. Tu tapes simplement « Sondage de sortie élection Arménie 2026 » et tu verras. Et avant la conférence de presse de cette personne, Nicole Pachinian, c'est comme ça que ça se présentait. Tu vois, le contrat civil était en baisse et ces 4 partis montaient. Et ces 4 partis, tous dans l'opposition, pouvaient former le gouvernement, non? Oui, un gouvernement de coalition. Oui. Oui, le gouvernement de coalition. Mais ensuite, le vote s'est arrêté. Puis ce type est allé annoncer sa victoire. Et quand le vote a repris, cette habitude, cette normalité a été complètement brisée. Là, on a vu une autre image, un autre tableau. Encore une question parce que, vous savez, le résultat qu'on peut attendre dépend en grande partie de la manière dont le vote est organisé. Je veux dire, je crois, en Arménie, c'est un système de pluralité. Donc j'imagine que dans chaque circonscription, plusieurs personnes peuvent obtenir un siège au Parlement. C'est pas un système majoritaire à un seul tour, n'est-ce pas? Non, c'est pas comme ça. Ce sont juste les partis. Les partis y participent. Mais chaque circonscription peut avoir plus d'un représentant qui siège au Parlement. Chaque district, en fait. Non, ça marche pas comme ça. Tu enregistres simplement le parti, tu fais une liste d'au moins 80 personnes et tu vas aux élections. Mais on peut vérifier. Oui, enfin tu vois, dans un système majoritaire à un tour, on s'attend à ce que 2 partis dominent et forment une sorte de duopole, comme par exemple aux États-Unis, avec les démocrates et les républicains, et pratiquement aucune opposition réelle. Mais dans un système à la proportionnelle, on s'attend plutôt à ce que chaque parti obtienne, disons, entre 10 et 30%, quelque chose comme ça. Vous auriez 6 grands partis. Et l'Arménie fait plutôt partie de cela, non? Oui. C'est un peu comme ça, si un parti obtient 50,1% des voix, il peut bien sûr former le gouvernement tout seul. Mais si on se retrouve dans une situation où il fait 49% et que les partis qui n'ont pas passé le seuil, oui, il y a un seuil, eh bien, leurs voix, leur pourcentage, se répartissent différemment. Et à cause de ça, le contrat civil peut dépasser les 51% et donc former son gouvernement. Ce qui se joue maintenant, c'est que s'ils arrivent à sortir Arménie prospère du Parlement, ils peuvent obtenir la majorité constitutionnelle. Mais si Arménie prospère y entre, ils n'auront qu'une majorité simple et ils ne pourront pas, par exemple, modifier les lois constitutionnelles. Je veux dire, ils ne pourront pas décider seuls, par exemple, qui sera le procureur général.
Donc ça va leur compliquer les choses. Difficulties for them to do. That being said, also we have Cela dit, seen on a aussi le précédent de 2017, quand le Parti républicain, sur le papier, encore une fois, avait obtenu 49,7%. Mais quelques mois plus tard, le pouvoir a été pris par Nicole Pachinian en utilisant cette technologie venue de l'Ouest. Aujourd'hui, tout ça se passe sous terre. On voit que la Russie ne reconnaît toujours pas ce résultat. Ils disent qu'ils vont attendre les résultats définitifs. Et il semble que ce soit le seul pays dont les médias parlent vraiment de ces violations majeures, parce que tous les autres, tous les acteurs extérieurs, ont l'air plutôt satisfaits. Désolé de vous interrompre. Mon reporter order est Doris Sixreni. Criticize the elections. Il y a eu une couverture électorale et même une observation des élections menée par l'OSCE. Ils ont critiqué les arrestations, l'utilisation des ressources administratives et ce genre de choses, oui. Je veux dire une sorte de structure de pouvoir, tu vois, avec une armée, une marine, tout ça. Mais encore une chose, tout ce que vous me dites montre en fait que le parti de Pachinian est très impopulaire. Bien sûr, il y a sans doute un noyau dur qui le soutient vraiment, mais on peut raisonnablement dire qu'environ 60 à 70% des gens n'aiment pas du tout ce qui vient de se passer. Alors, que se passe-t-il concrètement à Erevan? Les gens ne sont-ils pas en colère dans la rue? Let me put it in this way. When Pashinyan at 2 a.m. Je vais le dire comme ça. Quand Pachinian a annoncé la victoire à 2 heures du matin et que les gens étaient très en colère, pourquoi rien ne s'est passé? Parce que l'opposition n'a rien organisé. Elle a donc raté ce moment précis. Pour organiser quelque chose, il faut agir. Et maintenant, ils suivent des voies très légales. Par exemple, le mouvement pour une Arménie forte a déposé une demande auprès du comité central pour rejeter toute l'élection. Oui. Et ils vont saisir la Cour constitutionnelle pour présenter les preuves de fraudes électorales. C'est ce genre d'opposition qui est à l'œuvre. Et à cause de ça, dans la rue, on n'a pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose de vraiment illégal dans ce pays. Voilà le problème. C'est pas que les gens ne sont pas en colère, c'est à cause de la manière dont les acteurs politiques ont géré ces élections. D'accord. Donc là, tu constates toi aussi que globalement, Pachinian a réussi à truquer les élections, mais qu'en même temps, il a réussi à garder la population calme. On dirait qu'il y a un vrai besoin d'organisation politique. Et une fois qu'on a une base organisée sur le terrain, on peut commencer à menacer le pouvoir en place. Cette opposition, qui est une opposition nationaliste bourgeoise, n'a pas vraiment fait le travail nécessaire pour mobiliser les gens. Et puis, il faut dire que c'est très difficile de s'organiser dans les conditions actuelles avec le contrôle total exercé par Pachinian. Il dispose, vous savez, d'une police renforcée, soutenue par les États-Unis. Il a aussi des lois sur la surveillance qui ne respectent absolument pas la vie privée de qui que ce soit. Et puis, il y a ce vaste secteur public, environ 300 000 personnes, qui votent toujours pour le pouvoir en place. Donc, on manque vraiment d'organisation sur le terrain. Et en partie, c'est parce que l'Arménie est un pays désindustrialisé où il n'y a plus vraiment de classe ouvrière industrielle. C'est un peu désorganisé. Le secteur informatique, lui, dépend moins des entreprises étrangères. Il n'y a pas vraiment de présence sur le terrain. En parallèle, on a ces ONG de la classe moyenne, créées aussi par l'Union européenne, qui servaient à soutenir quelqu'un comme Pachinian ou un équivalent de Pachinian pour faire avancer des objectifs géopolitiques. Donc, j'ai l'impression que l'opposition n'a pas confiance dans sa capacité à transformer cette haine et cette colère en résultats concrets contre Pachinian.
Et si d'une manière ou d'une autre elle retrouvait cette confiance, je suis sûre qu'elle agirait et que la situation changerait. Bon, peut-être pour conclure, qu'est-ce que tout ça vous laisse à vous deux? Est-ce que vous vous sentez encore en sécurité à Erevan avec le travail que vous faites? Eh bien, vous savez, s'ils viennent vous chercher, ils viennent vous chercher le sort de tout dissident ici. Le temps passé en prison, c'est un temps très productif. On peut lire beaucoup de livres, se déconnecter des écrans, écrire, méditer. Donc je veux dire, nous sommes de plus en plus nombreux, que Pachinian veuille ou non reconnaître cette réalité. C'est simple. Même si vous prenez une seule personne, un professeur, un militant, il y en a toujours plus, parce que son projet principal, c'est de créer une anti-Arménie, de cracher sur nos symboles, sur notre religion, sur nos droits. Oui, littéralement. On a eu le président de l'Assemblée nationale qui a craché sur un citoyen. Il a fait retenir un citoyen par les agents de sécurité, il a craché sur lui. C'est comme ça qu'on génère ce genre de haine, indépendamment même des organisations et des ONG comme la nôtre. Attendez, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, pour moi, c'est l'un des projets les plus anti-nationalistes que j'ai jamais vus. C'est vraiment un projet contre la nation, et j'en ai croisé pas mal des comme ça. Eh bien, ce n'est pas seulement antinational, c'est anti-humain, anti-démocratique et même anti-victoire de la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire anti-victoire sur le fascisme. Parce que si on cherche à comprendre ce qu'était la République d'Artsakh, c'était un État qui développait la démocratie et qui suivait l'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale. Quand les Nations Unies ont déclaré que nous devions entretenir des relations fondées sur le respect et sur, l'autodétermination, oui. Et la République d'Artsakh disait « D'accord, mais nous avons ici l'Azerbaïdjan qui commet des massacres contre les Arméniens à Sumgait, à Bakou, à Maraga et ailleurs. » Et les Arméniens ont dit « Nous allons devenir indépendants selon les règles de l'ordre mondial et créer un pays démocratique. » Et au Haut-Karabakh ou Artsakh, ils ont eu, je crois, 5 présidents différents. Les pouvoirs étaient séparés, indépendants les uns des autres. Et tout ça avançait. Vous voyez, on avait un parlement avec plusieurs courants, pas un parti unique. Mais en Azerbaïdjan, c'était différent. Ils mettaient en place une dictature. Ils faisaient tuer des dirigeants des minorités nationales dans les prisons, notamment les Talish. Et les droits du peuple lezgin ne sont pas respectés. Et ça fait maintenant 30 ans que la même famille est au pouvoir. Et puis il y a eu cet homme qui s'appelle Nikol Pachinian et qui a dit « Très bien, je vais reconnaître ces 12 000 km² de démocratie comme faisant partie de ce pays dictatorial qui ne respecte ni les droits des minorités, ni l'ordre mondial. » Et si vous regardez, le symbole de l'Azerbaïdjan maintenant, c'est ce point de métal. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais ils érigent des sculptures partout en Artsakh avec ce point de métal. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus d'état de droit, plus d'ordre mondial, seulement le point. Si vous frappez quelqu'un, c'est ça la loi. Donc, dans ce pardon. Je voulais simplement ajouter à ce que vous disiez sur l'Azerbaïdjan. On a bien vu qu'il a été largement récompensé avec des contrats de défense signés avec l'Ukraine, les États-Unis, l'OTAN, la Turquie et Israël. Son rôle s'est vraiment renforcé, notamment grâce à ses attaques contre le droit à l'autodétermination du peuple d'Artsakh. Continuez. Et maintenant, vous savez que Pachinian n'a pas seulement abandonné l'Artsakh, mais aussi mes ancêtres qui ont été victimes du génocide. Ma famille a été victime du génocide en Arménie occidentale. Et maintenant, il accuse mes ancêtres d'en être responsables. Comme Pachinian, Erdogan fait la même chose. Vous imaginez un premier ministre, comme Netanyahou par exemple, qui accuserait les victimes de la Shoah.
comme s'ils disaient « C'est à cause de vous que la Shoah a eu lieu ». Eh bien, c'est exactement ce que fait Pachinian aujourd'hui. Le 24 avril, le jour de commémoration du génocide, il déclare que les Arméniens sont responsables du génocide. Et encore une fois, pour revenir à la question de l'humanisme et de l'ordre mondial, voilà le vrai sujet. Ce n'est pas seulement un problème lié à la nationalité arménienne, c'est un problème qui concerne toute la planète. Comment allons-nous nous comporter les uns envers les autres, avec respect? Allons-nous prévenir les génocides ou allons-nous accuser les victimes? Oui, le blâme des victimes, c'est bien de ça qu'il s'agit. Par exemple, en Azerbaïdjan, on détruit des églises arméniennes et ici des responsables disent « c'est leur territoire, ils font ce qu'ils veulent ». Vous vous rendez compte? C'est un génocide culturel. C'est comme si on disait, au Rwanda, que les Hutus ont tué les Tutsis, mais que c'était leur territoire, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est un moment complètement fou à mes yeux. Surtout qu'on nous demande de croire que tout ça est normal. On nous demande, de la part de l'Union européenne, de croire que l'Arménie est un modèle de démocratie et que la démocratie a triomphé simplement parce que tout le monde est uni contre la Russie. C'est totalement insensé. Et je suis vraiment inquiet que l'Arménie ne ressorte pas de ce processus en restant l'Arménie. Parce qu'à ce stade, on a l'impression que l'État lui-même est en train d'être préparé à sa propre dissolution, vu la direction que prennent les choses. J'espère me tromper, mais ça me paraît extrêmement dangereux. Et maintenant, 1 minute chacun pour conclure. Hovhannes d'abord, puis Narek. Je veux simplement dire que, quel que soit le résultat que Pachinian obtiendra aux élections, nous ne nous sentirons pas vaincus, parce que cette lutte n'a pas commencé avec nous et elle ne se terminera pas avec nous. Et c'est vraiment une joie de se battre contre le racisme et le fascisme. Très bien. Je pense que vous avez raison et qu'il est aussi très important de reconnaître que ces intentions sont également exprimées par les autorités iraniennes. Elles ont à plusieurs reprises fait part de leurs inquiétudes concernant la modification des frontières. Du président Raïssi aux conseillers les plus proches, jusqu'au défunt ayatollah Khamenei, tous ont exprimé leur crainte qu'au nom de l'économie et de la prospérité, les États-Unis et leurs alliés cherchent à dominer le Caucase du Sud, à modifier la composition démographique de l'Arménie et à redessiner les frontières dites reconnues au niveau international. Nous espérons donc simplement que la ligne rouge fixée par l'Iran sera respectée et que l'Iran sortira gagnant, car c'est aussi très important pour l'Arménie. Et on n'a pas eu le temps de parler du volet iranien. On en discutera dans un prochain épisode. Mais je voudrais vous remercier tous les deux. Pour ceux qui veulent vous suivre, où doivent-ils aller? En Arménie. Voilà, suivez-les en Arménie et inscrivez-vous. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous retrouver, voir votre travail? On a une page Facebook, une page Instagram et on vient tout juste de lancer un Substack. Je vais simplement t'envoyer le lien. Comme ça, si des gens veulent suivre notre ONG et rester informés sur, tu sais, le fascisme, les répressions, la situation des droits humains en Arménie au fur et à mesure qu'elle évolue, ils pourront le faire. Tout le monde, les liens sont dans la description juste en dessous. Nar, Hovhannes, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, mais c'était agréable.